La porte du bar s'ouvrit avec une telle force qu'elle claqua contre le mur, faisant trembler tous les verres sur le comptoir. Un garçon de seulement 7 ans entra en titubant, le visage enflé et violacé, du sang séché au coin de la bouche. Ses vêtements étaient déchirés et sales, comme s'il avait été traîné par terre. Le silence envahit la pièce. 15 motards dangereux, des hommes qui avaient déjà affronté les pires situations imaginables, restèrent paralysés devant cet enfant blessé. Le garçon tremblait, mais une détermination désespérée brillait dans ses yeux bleus. « S'il vous plaît, murmura-t-il, la voix brisée. J'ai de l'argent. Jake, le chef du groupe, un homme de 45 ans au visage marqué de cicatrices et aux bras couverts de tatouages, s'approcha lentement. Il y avait quelque chose dans ce moment qui lui fit complètement oublier sa réputation d'homme dangereux. « Qu'est-ce que tu veux, gamin ?» L'enfant tendit une petite main sale, révélant quelques pièces froissées et 2 billets d'1 $. « J'ai 7 $. C'est tout ce que j'ai réussi à économiser. » Les autres motards s'approchèrent, formant un cercle autour du garçon. Aucun d'eux n'était préparé à ce qui allait suivre. « Je veux que vous tuiez mon beau-père, » dit l'enfant, les mots tranchant l'air comme un poignard. « Il fait du mal à ma mère tous les jours. Hier soir, il a dit qu'il allait me tuer si j'en parlais à quelqu'un. » Le bar devint encore plus silencieux. Jake sentit une douleur dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Ce n'était pas un jeu d'enfant ni une demande naïve. C'était le désespoir pur de quelqu'un qui ne voyait aucune autre issue. « Comment tu nous as trouvés ?» demanda Jake, en s'agenouillant pour être à la hauteur du garçon. « J'ai entendu les autres enfants de l'école dire que vous êtes dangereux, que vous faites des choses que la police ne peut pas faire. » Le garçon s'essuya le nez avec la manche de sa chemise sale. « Ma mère m'a dit de ne jamais parler à des étrangers, mais elle ne sait pas que j'ai tout vu. » Billy, un des motards les plus âgés, s'approcha. Il avait 3 enfants et reconnaissait les signes de maltraitance quand il les voyait. L'enflure sur le visage du garçon n'avait pas été causée par une chute accidentelle. « Tu as vu quoi, gamin ?» « Je l'ai vu la frapper avec une ceinture. Je l'ai vu quand il lui a cassé le bras le mois dernier et a dit au médecin qu'elle était tombée dans l'escalier. » Les larmes commencèrent à couler sur son visage meurtri. Il a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il me ferait la même chose. Jake regarda ses compagnons. Tous avaient la même expression de colère et de protection. Peu importait le nombre de crimes qu'ils avaient commis ou de bagarres qu'ils avaient affrontés. Aucun d'eux ne pouvait rester indifférent à la souffrance de cet enfant. « Comment tu t'appelles » demanda Jake, d'une voix plus douce que quiconque ne l'avait jamais entendu. « Tommy. »« Très bien, Tommy. Tu vas me dire où tu habites ?» Le garçon hésita un instant, puis murmura l'adresse. Jake connaissait la rue. C'était dans un quartier pauvre, où les maisons étaient petites et les familles se battaient pour survivre. « Écoute-moi, » dit Jake, posant une grande main calleuse sur l'épaule frêle du garçon. « Garde ces 7 $. Tu en auras besoin. Mais vous n'allez pas m'aider. » « Je n'ai pas dit ça. » Jake se leva et regarda ses compagnons. « J'ai seulement dit que nous n'allions pas accepter ton argent. » Tommy regarda autour de lui, confus, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Il avait planifié ce moment pendant des semaines, ramassant chaque centime qu'il trouvait, espérant que ce serait suffisant pour convaincre ces hommes dangereux de régler son problème. « Tu as faim ?» demanda Sarah, la seule femme du groupe, une mécanicienne de 38 ans qui avait perdu sa propre fille dans un accident des années plus tôt. Tommy hocha la tête, gêné. Il n'avait pas mangé un vrai repas depuis des jours. Son beau-père dépensait tout l'argent en alcool, ne laissant que des miettes pour lui et sa mère. Sarah alla dans la cuisine du bar et revint avec un sandwich et un verre de lait. Tommy dévora la nourriture comme s'il n'était pas certain de quand viendrait son prochain repas. Pendant que le garçon mangeait, Jake fit un signe discret à 2 de ses hommes. Ils comprirent immédiatement et sortirent par la porte de derrière. Il y avait quelque chose à vérifier avant de prendre une décision. « Tommy, » dit Jake, s'asseyant à côté de l'enfant. « J'ai besoin que tu me racontes tout. Chaque détail de ce qui se passe à la maison. » Et Tommy raconta. Il parla des nuits de terreur, de la façon dont il se cachait dans l'armoire quand il entendait les cris de sa mère. Il parla des visites à l'hôpital toujours expliquées comme des « accidents ». Il parla de la peur constante qu'il ressentait, de son incapacité à se concentrer à l'école parce qu'il pensait toujours à savoir s'il retrouverait sa mère vivante en rentrant chez lui. Chaque mot qui sortait de la bouche de cet enfant était comme une flèche droite au cœur de chacun des motards présents. Ils avaient leurs propres histoires, leurs propres traumatismes, mais rien ne se comparait à la pureté du désespoir de ce garçon. Quand Tommy eut terminé de parler, Jake prit une décision qui allait changer la vie de tous pour toujours. « Tu vas rester ici cette nuit, » dit-il. « Demain, nous allons régler cette situation. » Tommy leva les yeux,
l'espoir brillant dans ses yeux meurtris. Vous allez vraiment m'aider? Oui, gamin. Nous allons t'aider. Jake fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Mais pas de la façon dont tu l'imagines. Si cette histoire de courage et de protection te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien perdre de ce qui va suivre. Les deux motards que Jake avait envoyés revinrent au bar 3 heures plus tard, leur visage sombre racontant une histoire avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Tommy s'était endormi dans une des cabines, épuisé physiquement et émotionnellement, couvert de la veste en cuir de Sarah. C'est pire que ce qu'on imaginait, chuchota Rick, le plus jeune du groupe, à Jake. Le quartier entier sait ce qui se passe dans cette maison, mais tout le monde a peur d'agir. J'ai parlé à Madame Rodriguez qui habite à côté, ajouta Danny en secouant la tête. Elle dit qu'elle appelle la police au moins 2 fois par mois. Toujours la même histoire. Ils viennent, le beau-père invente une excuse, la mère de l'enfant nie tout par peur, et au final personne ne fait rien. Jake serra les poings. Il connaissait bien ce type de situation. Le système abandonnait les personnes les plus vulnérables, les laissant à la merci de prédateurs qui se cachaient derrière des portes fermées. Il y a autre chose, continua Rick. Le type a un casier judiciaire long. Il a passé 5 ans en prison pour coups et blessures aggravées avant de rencontrer la mère de Tommy. Il est sorti il y a 2 ans et demi. Comment a-t-elle pu finir avec un type pareil? Demanda Billy en regardant Tommy dormir. La voisine a dit qu'elle traversait un moment très difficile après que le véritable père de Tommy soit mort dans un accident de travail. Elle était seule, endettée, ne savait pas comment élever son fils. Le beau-père est arrivé au bon moment, s'est offert pour aider, était gentil au début. C'était toujours la même histoire. Les prédateurs avaient un talent particulier pour repérer les victimes vulnérables, des gens en détresse qui avaient besoin d'aide. Comment il s'appelle? Demanda Jake. Marcus Brennan. Il travaille dans un garage mécanique de l'autre côté de la ville, mais il passe la plupart du temps dans des bars à dépenser l'argent de la famille en alcool et jeux. Jake retint mentalement le nom. Marcus Brennan. Bientôt, cet homme découvrirait ce que signifiait s'en prendre à des enfants innocents. Y a un truc bizarre, chef, dit Danny en baissant encore la voix. La voisine a mentionné qu'elle a vu Tommy sortir de la maison plusieurs fois pendant la nuit ces dernières semaines. Il revenait toujours avant l'aube. Pour faire quoi? Elle ne savait pas. Mais elle a dit qu'il portait toujours un petit sac à dos. Jake regarda le garçon endormi. Il y avait plus dans cette histoire que ce que Tommy avait raconté. Un enfant de 7 ans ne sort pas seul la nuit sans une raison bien précise. À ce moment, Tommy bougea dans la cabine et se réveilla lentement. Ses yeux étaient encore gonflés, mais il y avait quelque chose de différent dedans. Pour la première fois depuis longtemps, il avait dormi sans peur. « Où suis-je » demanda-t-il en s'asseyant et en regardant autour de lui. « Toujours au bar, gamin » répondit Jake en s'approchant. « Comment tu te sens ?»« Mieux. » Tommy se frotta les yeux. « Vous allez vraiment m'aider? Ce n'était pas juste un rêve ?» « Ce n'était pas un rêve. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu sois complètement honnête avec moi. » Tommy acquiesça, encore un peu endormi. « Que est-ce que tu faisais en sortant de la maison la nuit ces dernières semaines ?» Le visage du garçon devint rouge. Il avait été découvert. « Comment tu sais ça ?»« Peu importe comment je le sais. Ce qui compte, c'est que tu me dises la vérité. » Tommy regarda ses pieds, honteux. « Je rassemblais des preuves. » « Quel genre de preuves ? » « J'ai un vieux portable que j'ai trouvé dans une poubelle. J'ai réussi à le faire fonctionner. » Tommy sortit un appareil cassé et rayé de sa poche. « Chaque fois qu'il bat ma mère, j'enregistre. » Le silence qui s'abattit sur le bar fut différent du précédent. Cette fois, ce n'était pas de la stupeur. C'était de l'admiration. Un enfant de 7 ans avait mis au point un plan pour documenter les violences qu'il subissait. « Je peux voir ?» demanda Jake en tendant la main. Tommy hésita un instant, puis remit le portable. Jake ouvrit la galerie et faillit laisser tomber l'appareil. Il y avait des dizaines de vidéos, certaines de quelques secondes, d'autres de plusieurs minutes. La première montrait Marcus donnant un coup de pied au ventre de la mère de Tommy alors qu'elle était par terre dans la cuisine. La date indiquait qu'elle avait été enregistrée 3 semaines plus tôt. La deuxième vidéo était encore pire. Marcus cassant des assiettes sur la tête de la femme en criant des jurons que Jake ne pouvait même pas répéter pour lui-même. « Mon Dieu !» murmura Sarah, qui s'était approchée pour regarder. « Combien de vidéos tu as là, Tommy ?» demanda Jake, la voix contrôlée mais pleine de colère. « 46, répondit le garçon. « J'ai commencé à filmer il y a 2 mois, quand j'ai compris que personne ne nous croyait. » Jake passa le portable à ses compagnons. Chacun, en regardant les vidéos, se remplissait d'une fureur croissante.
Ce n'était pas seulement de la violence domestique. C'était la torture systématique d'une femme sans défense sous les yeux de son fils. « Tommy », dit Jake en s'agenouillant devant l'enfant. « Pourquoi tu n'as pas montré ces vidéos à la police ?»« J'ai essayé, » répondit Tommy, les larmes revenant dans ses yeux. « Je les ai emmenés au commissariat de notre secteur il y a 3 semaines. Le policier a dit que c'était juste des disputes familiales et que j'étais trop petit pour comprendre ces choses d'adultes. »« Il a dit quoi ?» explosa Billy. « Il a dit que les enfants inventent des histoires et que je devais arrêter de jouer à ces choses dangereuses. » Tommy s'essuya le nez sur sa manche. Le lendemain, Marcus a découvert que j'étais allé à la police. C'est la pire raclée que ma mère ait jamais reçue. Jake sentit une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le système avait complètement failli à cette famille. Un enfant avait fait le travail que des adultes responsables auraient dû faire, et personne ne l'avait pris au sérieux. « Où est ta mère maintenant ?» demanda Jake. « À la maison. Marcus a dit que si elle partait pendant qu'il n'était pas là, il nous tuerait à son retour. »« Quand revient-il du travail ?»« En général, vers 6 heures du soir. Mais parfois il s'arrête d'abord au bar et ne rentre qu'après minuit, très ivre et encore plus en colère. » Jake regarda sa montre. Il était 4h30 de l'après-midi. Marcus serait chez lui dans moins de 2 heures. « Tommy, ta mère sait que tu es ici. »« Non. Elle pense que je suis à l'école. » Je lui ai menti. J'ai dit que j'avais des activités extrascolaires aujourd'hui. Elle va s'inquiéter si tu ne rentres pas. Elle s'inquiète toujours, dit Tommy d'une petite voix triste. Mais elle a trop peur pour venir me chercher. Jake prit une décision. Il était temps d'agir. Il y avait suffisamment de preuves, un enfant en danger réel, et une mère qui devait être sauvée avant qu'il ne soit trop tard. « Rick, Danny, vous venez avec moi, » dit Jake en se levant. « Sarah, tu restes ici avec Tommy. »« Où vous allez ?» demanda Tommy, la voix pleine d'inquiétude. Jake regarda le garçon avec une expression mêlant détermination et tendresse paternelle. « On va chercher ta mère. » Jake gara sa Harley-Davidson à 3 pâtés de maison de la maison de Tommy, suivi par Rick et Danny. Le quartier était encore plus délabré qu'il ne l'avait imaginé. De petites maisons mal entretenues se serraient les unes contre les autres, avec des jardins envahis par les mauvaises herbes et de vieilles voitures abandonnées dans la rue. « Souvenez-vous, » dit Jake en enlevant son casque. « Nous ne sommes pas là pour causer des problèmes. Nous allons chercher la mère du garçon et partir. »« Et si Marcus est là ?» demanda Danny. « Alors nous aurons une conversation polie avec lui. » Les 3 hommes marchèrent dans les rues silencieuses. C'était un quartier où les habitants avaient appris à ne pas poser de questions et à ne pas se mêler des problèmes des voisins. Les rideaux se fermaient discrètement lorsqu'ils passaient. La maison de Tommy était encore plus petite que ce que Jake imaginait. La peinture s'écaillait, le portail de devant pendait d'une charnière cassée, et des déchets étaient éparpillés dans le petit jardin avant. « Maison numéro 42, » confirma Rick, vérifiant l'adresse donnée par Tommy. Jake frappa doucement à la porte. Il n'y eut aucune réponse. Il frappa de nouveau, cette fois un peu plus fort. « Qui est ce ?» demanda une voix féminine faible depuis l'intérieur. « Je m'appelle Jake. Je suis ici pour Tommy. » Un long silence suivit, puis le bruit de plusieurs verrous s'ouvrant. La porte s'entr'ouvrit seulement, révélant un œil bleu gonflé et plein de peur. « Où est mon fils ?» demanda la femme, la voix tremblante. « Il est en sécurité. Puis-je entrer ? Nous devons parler. » La porte s'ouvrit complètement, et Jake dut faire un effort pour ne pas montrer le choc qu'il ressentait. La mère de Tommy était dans un état terrible. En plus de l'œil au beurre noir, il y avait des marques de doigts autour du cou, une coupure sur la lèvre inférieure, et elle boitait visiblement. « Entrez vite, s'il vous plaît, » dit-elle, regardant nerveusement la rue. « Il peut arriver à tout moment. » L'intérieur de la maison racontait une histoire de violence systématique. Il y avait des trous dans les murs clairement causés par des coups de poing, une table basse cassée en 2, et des éclats de verre balayés dans un coin comme si nettoyer complètement était trop dangereux. « Je m'appelle Lisa, » dit la femme en s'asseyant prudemment sur le canapé. « Tommy est vraiment en sécurité. »« Oui. Il est venu nous chercher cet après-midi. » Lisa ferma les yeux et commença à pleurer. « Je savais qu'un jour il ferait ça. J'ai essayé de le protéger, mais... »« Ce n'est pas de votre faute, » dit Jake en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. « Tommy nous a montré les vidéos. » Les yeux de Lisa s'ouvrirent immédiatement. « Quelle vidéo ? » Il filme les agressions depuis 2 mois. Il a 46 vidéos sur son portable. Lisa pâlit. « Oh mon Dieu ! Si Marcus découvre... » « Marcus ne découvrira rien, » dit Danny, parlant pour la première fois. «
Parce que vous ne serez plus ici quand il arrivera. Vous ne comprenez pas, dit Lisa en secouant la tête. J'ai essayé de partir avant. Il m'a retrouvé. Il m'a ramené. Il a dit que si j'essayais encore, il tuerait Tommy devant moi. Combien de fois avez-vous essayé de partir? Demanda Jake. 3 fois l'an dernier. La première fois, j'ai réussi à rester dehors 5 jours. Je suis allé chez ma sœur dans un autre état. Il a conduit 8 heures, est arrivé là-bas à minuit, et a cassé la porte d'entrée. Lisa toucha inconsciemment une cicatrice sur son front. La deuxième fois, je suis allé dans un refuge pour femmes battues. Il a découvert où j'étais en 2 jours. Comment? Je ne l'ai jamais su. Mais il a des amis un peu partout. Des gens qui lui doivent des services. Jake regarda ses compagnons. La situation était plus compliquée qu'il ne l'avait pensé. Marcus n'était pas un simple agresseur domestique. Il avait un réseau, des ressources et apparemment de l'expérience pour traquer ses victimes. Lisa, dit Jake, sa voix douce mais ferme. Si vous pouviez partir et être sûr que vous et Tommy seriez en sécurité pour toujours, le feriez-vous? Bien sûr. Mais c'est impossible. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où il ne pourrait pas nous trouver. Et si ça existait? Lisa regarda Jake avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Vous ne connaissez pas Marcus. Il n'est pas comme les autres hommes. Il est différent. Différent comment? Il aime faire mal. Ce n'est pas juste la colère ou l'alcool. Il sourit quand il me frappe. Parfois il blesse Tommy juste pour me voir pleurer. Lisa frissonna. La dernière fois que j'ai essayé de le quitter, il a attrapé notre chat. Il m'a fait regarder pendant que... Elle ne put pas finir sa phrase, mais Jake comprit. Marcus était plus qu'un agresseur. C'était un sociopathe qui utilisait la violence comme moyen de contrôle psychologique. Où aimeriez-vous être maintenant si vous pouviez choisir n'importe quel endroit dans le monde? Demanda Jake. Avec ma mère, dans l'Oregon. Elle a une petite ferme, loin de tout. Tommy adorerait ça. Les yeux de Lisa brillèrent un instant. Mais Marcus sait où elle habite. C'est là qu'il m'a retrouvé la première fois. Et si votre mère n'était plus dans l'Oregon? Lisa parut confuse. Je ne comprends pas. Et si toute votre famille pouvait recommencer une nouvelle vie, dans un endroit où Marcus ne pourrait jamais les trouver? C'est impossible. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de nouveaux papiers. Laissez-nous gérer ça, dit Rick. À ce moment, tous entendirent le son inconfondable d'une voiture qui approchait. Lisa se tendit immédiatement, reconnaissant le bruit du moteur. Et lui, murmura-t-elle, la panique sur son visage. Vous devez partir. Maintenant. Non, dit Jake en se levant. Nous n'allons nulle part. Vous ne comprenez pas. S'il vous trouve ici. Alors il découvrira ce qui arrive aux hommes qui frappent femmes et enfants, dit Danny, les bras croisés. La voiture s'arrêta devant la maison. Une porte claqua violemment. Des pas lourds se rapprochèrent de la porte d'entrée. « Lisa !» cria une voix grave et ivre. « Pourquoi la porte n'est-elle pas verrouillée? Combien de fois ai-je dit ?» La porte s'ouvrit violemment, et Marcus Brennan entra dans le salon comme une tempête. C'était un grand homme, plus d'1,80 m, aux muscles développés par le travail physique, et aux petits yeux cruels. Il s'arrêta brusquement en voyant les 3 motards dans son salon. « Qui diable êtes-vous » grogna-t-il. Jake se retourna lentement, les mains relâchées le long du corps, mais les yeux froids comme la glace. « Nous sommes des amis de Tommy. » Marcus regarda Lisa, puis Jake. Un sourire cruel se forma sur ses lèvres. « Ah, je comprends. Ma femme se fait des amis. » Il fit un pas vers Lisa. « Tu sais ce qui arrive quand tu désobéis à mes règles. » « Ne fais pas un pas de plus, » dit Jake, la voix basse et contrôlée. Marcus rit. « Ou quoi? 3 clowns en cuir vont m'apprendre les bonnes manières? » « Non, » répondit Jake. « Un père va apprendre à un lâche ce que ça signifie de s'en prendre à des enfants innocents. » La tension dans la pièce devint palpable. Marcus ne le savait pas, mais il venait de signer sa propre sentence. Marcus fit un pas menaçant en direction de Jake, les poings serrés. « Tu n'as aucune idée de avec qui tu t'amuses, vieux. » « En fait, si, » répondit Jake en sortant le portable de Tommy de sa poche. Marcus Brennan, 35 ans, 5 ans de prison pour coups et blessures aggravées, libéré sous condition il y a 2 ans et demi. Le visage de Marcus perdit un peu de sa couleur. « Comment tu sais ça? »« Je sais beaucoup plus que ça. » Jake toucha l'écran du portable. « Par exemple, je sais que tu as cassé le bras de Lisa le mois dernier. Je sais que tu as menacé de tuer Tommy s'il en parlait à quelqu'un.
Et je sais que tu es un lâche qui ne se sent fort qu'en battant une femme sans défense et un enfant de 7 ans. Tu ne prouves rien, dit Marcus, mais sa voix avait perdu une partie de son agressivité. Jake tourna l'écran du portable vers lui. La vidéo montrait Marcus donnant un coup de pied à Lisa dans le ventre pendant qu'elle était par terre dans la cuisine, suppliant qu'il s'arrête. Marcus devint pâle. « Où tu as obtenu ça? Ton beau-fils est plus intelligent que tu ne le crois. » 46 vidéos, Marcus. 2 mois de documentation complète de tes crimes. Ce n'est rien, balbutia Marcus. Ce ne sont que des disputes de couple. Tout le monde se dispute. Danny rit sans humour. Dispute de couple? C'est comme ça que tu appelles casser des assiettes sur sa tête? Vous ne comprenez pas la situation, dit Marcus, tentant de reprendre contenance. Lisa est instable. Elle s'invente des choses, se blesse elle-même. Le gamin a aussi des problèmes. Vous vous faites avoir. Ferme-la, dit Lisa en se levant du canapé pour la première fois depuis leur arrivée. Sa voix avait changé, elle était plus forte. Assez de mensonges. Marcus se tourna vers elle, surpris. Lisa ne lui avait jamais répondu ainsi. Assieds-toi et tais-toi, grogna-t-il. Non. Lisa fit un pas en avant. Je ne vais plus me taire. Je n'aurai plus peur de toi. Lisa, tu sais ce qui arrive quand tu me désobéis. Je sais. Tu me frappes. Tu brises des choses. Tu cries et tu me menaces. Des larmes coulaient sur le visage de Lisa, mais sa voix restait ferme. Mais tu sais quoi d'autre? Je sais que mon fils de 7 ans a eu le courage de faire ce que je n'ai jamais su faire. Il est sorti d'ici, a trouvé des gens prêts à aider, et a documenté chacune de tes agressions. Marcus fit un pas vers elle, mais Jake bougea rapidement et bloqua son chemin. Non, dit Jake. Tes jours de la battre sont finis. Tu ne peux pas m'empêcher de discipliner ma propre famille. Discipliner? Explosa Rick. Tu appelles ça de la discipline? À cet instant, Marcus fit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Il se précipita vers la porte arrière. Mais Jake était prêt. D'un mouvement rapide, il bloqua la sortie. Tu vas quelque part, Marcus. Vous ne pouvez pas me retenir ici contre ma volonté. C'est un enlèvement. Nous ne te retenons pas, dit Jake en souriant froidement. Tu es libre de partir à tout moment. Mais Lisa et Tommy viennent avec nous. Ils ne vont nulle part. C'est ma famille. Famille? Dit Danny. Une famille ne se torture pas entre elles. Marcus resta silencieux un instant, ses petits yeux cruels calculant ses options. Puis son visage se transforma en un masque de pure rage. Très bien, dit-il d'une voix basse et dangereuse. Vous voulez jouer au héros? On va voir comment vous vous sentez quand vous découvrirez qui sont mes amis. Il sortit un portable de sa poche et commença à composer. Quelqu'un va le payer cher pour ça, dit-il, attendant que l'appel aboutisse. Jake, c'est bien ça? Je retiendrai ce nom. Mais lorsque l'appel aboutit, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de la voix que Marcus espérait entendre, un message vocal automatisé dit « Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible ». Marcus fronça les sourcils et essaya un autre numéro. Le même message. Bizarre, dit Jake en feignant la surprise. On dirait que tes amis ne répondent pas. Que est-ce que vous avez fait? Nous? Rien. Jake sourit. Mais peut-être devrais-tu savoir que certains de tes amis ont aussi des problèmes avec la loi. Et peut-être que certains d'entre eux ont décidé qu'il n'était plus judicieux de s'afficher avec toi. La vérité était que Jake avait demandé à d'autres membres du club d'enquêter sur les contacts de Marcus. Ils avaient découvert que 3 de ses principaux alliés avaient été arrêtés la semaine précédente lors de descentes policières sans lien avec lui. Les autres avaient simplement décidé que cela ne valait pas la peine de s'impliquer. Marcus commença à paniquer. Privé de sa toile d'appui, il n'était plus qu'un briseur de volonté face à 3 hommes qui ne le craignaient pas. Lisa, dit-il en tentant une autre approche. Tu sais que je t'aime. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Pas besoin d'impliquer des étrangers dans nos problèmes. Des erreurs? Répéta Lisa, incrédule. Tu m'as cassé le bras. Tu as menacé de tuer mon fils. Tu as tué notre chat devant moi. Je buvais. Tu sais que je ne suis pas le même quand je bois. Tu m'as aussi frappé quand tu étais sobre. Marcus comprit qu'il perdait le contrôle de la situation. Dans le désespoir, il tenta un dernier coup. Et si je partais? Dit-il. Et si je quittais la ville et ne revenais jamais? Comment savons-nous que tu respecteras ta parole? Demanda Jake. Parce que je signerai n'importe quel papier que vous voudrez. Je renoncerai à tout droit sur eux.
Lisa regarda Jake. Pour la première fois depuis des années, elle entrevoyait une possibilité réelle de liberté. Mais Jake secoua la tête. Ce n'est pas suffisant, Marcus. Tu as enfreint la loi. Tu as agressé une femme et un enfant à plusieurs reprises. Il y a des preuves pour tous tes crimes. Alors que voulez-vous? Nous voulons que tu répondes de tes actes. À ce moment, le son des sirènes se fit entendre et se rapprocha. Marcus pâlit. Vous avez appelé la police. Pas nous, dit Jake. Mais quelqu'un l'a fait. La vérité était que Sarah avait appelé le commissariat 1 heure plus tôt, utilisant les vidéos de Tommy comme preuve. Mais cette fois, elle était tombée sur un détective différent, quelqu'un qui prenait les affaires de violence domestique au sérieux. Les sirènes s'arrêtèrent devant la maison. Des pas se rapprochèrent de la porte. Police. Ouvrez la porte. Jake regarda Marcus avec une expression mêlant satisfaction et pitié. Tes 7 ans de prison ne t'ont rien appris, hein? Marcus tenta de nouveau de courir vers la porte arrière, mais Danny l'attendait. Il n'avait nulle part où fuir. La porte d'entrée s'ouvrit, et 3 policiers entrèrent dans la maison, armes au poing. Personne ne bouge, cria l'officier en chef. Je suis Jake, dit le motard en levant lentement les mains. Nous avons appelé au sujet d'un cas de violence domestique. L'officier balaya la pièce du regard, évaluant la situation. Il vit Lisa blessée, les 3 motards les mains levées, et Marcus acculé dans un coin. Marcus Brennan, demanda l'officier. C'est moi, mais je peux tout expliquer. Vous n'avez rien à expliquer, dit l'officier en sortant des menottes de sa ceinture. Nous avons des preuves suffisantes pour vous arrêter pour violence domestique aggravée, menace de mort et maltraitance d'enfants. Tandis que Marcus était menotté, Jake s'approcha de Lisa. C'est fini, dit-il. Toi et Tommy êtes en sécurité maintenant. Lisa s'effondra en larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. Après des années de terreur, elle était enfin libre. Marcus fut emmené par les policiers, mais avant de partir, il regarda Jake avec une haine pure. Ce n'est pas fini, dit-il. Je reviendrai. Jake sourit froidement. Nous t'attendrons. 3 semaines plus tard, Tommy était assis sur la banquette arrière de la Harley de Jake, ses petits bras serrant fermement la taille du motard. Il se rendait au tribunal pour l'audience finale dans l'affaire contre Marcus. Les blessures sur le visage de Tommy étaient complètement guéries, mais le changement le plus remarquable chez lui n'était pas physique. Pour la première fois de sa vie, il souriait constamment. Il n'y avait plus cette peur constante dans ses yeux bleus. « Jake, » dit Tommy, sa voix à peine audible à cause du vent. « Tu penses qu'il va rester en prison longtemps ?»« Longtemps, gamin. Le procureur a dit qu'avec toutes les preuves que tu as collectées, Marcus va prendre au moins 15 ans. » Tommy hocha la tête, satisfait. 15 ans semblaient une éternité pour un enfant de 7 ans. Ce serait assez de temps pour grandir, devenir fort et ne plus jamais avoir peur. Ils arrivèrent au palais de justice et trouvèrent Lisa attendant sur les marches. La transformation chez elle était encore plus impressionnante que celle de Tommy. Elle avait pris du poids, ses cheveux étaient bien coiffés et elle portait des vêtements neufs. Mais le plus important était sa démarche, la tête haute et les épaules droites. « Maman !» cria Tommy en courant dans ses bras. « Salut, mon amour !» dit Lisa en le serrant fort. « Comment était le trajet ?» Jake m'a montré l'atelier où il travaille. Il a dit que quand je serai plus grand, je pourrai apprendre à réparer des motos aussi. Lisa sourit à Jake. Au cours des 3 dernières semaines, le motard était devenu une figure paternelle pour Tommy. Il l'emmenait en balade le week-end, l'aidait avec ses devoirs, et surtout, lui enseignait que les vrais hommes protègent les plus faibles, ne les blessent jamais. L'audience commence dans 20 minutes, dit l'avocat de Lisa en s'approchant. C'était un jeune homme dévoué qui avait accepté l'affaire pro bono après avoir vu les vidéos de Tommy. Êtes-vous prêt? Oui, répondit Lisa en prenant la main de Tommy. Ils entrèrent ensemble dans la salle d'audience. Elle était pleine. Plusieurs membres du club de motards étaient venus pour montrer leur soutien. Sarah était là, ainsi que Rick, Danny, Billy et au moins 10 autres bikers. Marcus fut amené menotté, portant l'uniforme orange de la prison. Il avait perdu du poids au cours des 3 semaines de détention, et ses yeux n'avaient plus l'arrogance cruelle d'avant. Quand il vit Tommy et Lisa, il tenta de paraître menaçant, mais il ne put montrer que du désespoir. La juge, une femme de 60 ans réputée pour sa rigueur dans les affaires de violence domestique, entra dans la salle. « Affaire de l'État contre Marcus Brennan », annonça le greffier. Le procureur se leva. « Votre honneur, l'accusé Marcus Brennan est inculpé de 37 crimes distincts, y compris violence domestique aggravée, maltraitance d'enfants, menace de mort et destruction de biens.
Nous disposons de preuves vidéo étendues documentant ces crimes sur une période de 2 mois. La juge regarda Marcus. Comment l'accusé se déclare-t-il? L'avocat de la défense, un homme fatigué qui ne croyait clairement pas en son propre client, murmura quelque chose à l'oreille de Marcus. Coupable, votre honneur, dit Marcus d'une voix presque inaudible. Un murmure de satisfaction parcourut la salle. Tommy serra plus fort la main de sa mère. Très bien, dit la juge. Avant de prononcer la sentence, j'aimerais entendre les déclarations des victimes. Lisa se leva, les jambes légèrement tremblantes. Elle avait répété ce moment pendant des semaines, mais elle était encore nerveuse. Votre honneur, commença-t-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans une terreur constante. Je ne pouvais pas dormir sans craindre d'être réveillé par des coups de poing et de pied. Je ne pouvais pas sortir de la maison sans permission. Je ne pouvais pas avoir d'amis, travailler ou mener une vie normale. Elle fit une pause, regardant Marcus droit dans les yeux. Mais le pire de tout était de voir mon fils grandir dans la peur. Voir un enfant de 7 ans se cacher dans des armoires, filmé en secret parce qu'il n'avait personne pour le protéger. Marcus détourna le regard, incapable de soutenir le regard de Lisa. Aujourd'hui, continua Lisa, je peux dire que je n'ai plus peur. Mon fils n'a plus peur non plus. Et cela n'a été possible que parce que de bonnes personnes ont décidé de nous aider quand le système a échoué avec nous. Elle s'assit, et Tommy se leva. La juge sembla surprise de voir un enfant si petit vouloir parler. Votre honneur, dit Tommy, sa voix claire et déterminée, je sais que je suis petit, mais je veux dire quelque chose. Allez-y, jeune homme, dit la juge en se penchant en avant. Marcus disait toujours que personne ne me croirait parce que je n'étais qu'un enfant. Il disait que les adultes n'écoutent pas les enfants. Tommy regarda autour de la salle, voyant tous les visages attentifs. Mais il avait tort. Il existe de bons adultes qui protègent les enfants. Il existe des personnes comme Jake et Sarah, et tous les motards qui choisissent d'aider plutôt que de blesser. Tommy se tourna vers Marcus. Tu m'as appris que le monde était un endroit mauvais et dangereux. Mais en réalité, c'était toi le danger. Maintenant que tu n'es plus là, le monde est un endroit sûr. La salle resta dans un silence complet. Plusieurs motards étaient visiblement émus. Jake essuya discrètement une larme. La juge frappa doucement du marteau. Marcus Brennan, vous êtes condamné à 20 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour les 10 premières années. De plus, à votre libération, une ordonnance restrictive permanente vous interdira tout contact avec Lisa ou Tommy. Marcus s'effondra sur sa chaise. 20 ans. Il serait un vieil homme à sa sortie. De plus, poursuivit la juge, je souhaite reconnaître publiquement le courage extraordinaire démontré par cet enfant. Tommy, ton travail de documentation de ces crimes n'a pas seulement sauvé ta mère et toi, mais peut inspirer d'autres enfants dans des situations similaires à chercher de l'aide. Après l'audience, tout le monde se rassembla à l'extérieur du tribunal. L'avocat expliqua à Lisa qu'elle pourrait également poursuivre Marcus civilement pour obtenir une compensation financière. « Je ne veux pas son argent, » dit Lisa. « Je veux juste qu'il reste loin de nous pour toujours. » Jake s'approcha de Tommy, qui jouait avec d'autres motards. « Alors, gamin, comment tu te sens ?»« Je me sens libre, » dit Tommy en souriant. « Et tu sais quoi d'autre ?»« Quoi ?»« J'ai toujours mes 7 $. Je n'ai jamais eu besoin de les dépenser. » Jake rit. « Et qu'est-ce que tu vas en faire maintenant ?» Tommy réfléchit un instant. « Je vais les garder. Pour me rappeler que parfois, l'aide vient de lieux inattendus. C'est une bonne philosophie, gamin. » 6 mois plus tard, Lisa avait trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet médical. Ils avaient déménagé dans un petit appartement confortable dans un quartier sûr. Tommy se débrouillait bien à l'école et avait fait plusieurs nouveaux amis. Chaque week-end, Jake venait chercher Tommy pour une balade à moto. Parfois ils allaient à la pêche, parfois ils se promenaient simplement en ville. Tommy était devenu la mascotte non officielle du club de motards. « Jake, » dit Tommy lors d'une de ses balades, « je peux te demander quelque chose. » « Bien sûr. »« Pourquoi vous m'avez aidé? Vous ne me connaissiez même pas. » Jake arrêta la moto sur un point de vue surplombant la ville et enleva son casque. « Tu sais, Tommy, quand j'avais ton âge, j'ai aussi eu besoin d'aide. Pas exactement de la même manière, mais j'en ai eu besoin. Et personne n'est venu m'aider. Que s'est-il passé? J'ai dû me débrouiller seul, grandir trop vite, apprendre à me défendre. » Jake regarda l'horizon. « Je me suis promis que si un jour j'avais l'occasion d'aider un enfant traversant ce que j'ai traversé, je le ferais. » Tommy hocha la tête, assimilant l'information. « Donc tu m'as aidé parce que personne ne t'a aidé. »
En partie. Mais aussi parce que tu as eu le courage de demander de l'aide. Beaucoup de gens souffrent en silence. Tu as choisi de te battre. Tommy resta silencieux un instant. Jake. Oui. Quand je serai grand, je veux être comme toi. Je veux aider les enfants qui en ont besoin. Jake sourit, ressentant une chaleur dans sa poitrine qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Tu es déjà comme moi, gamin. En fait, tu es meilleur. Tu as quelque chose que je n'avais pas à ton âge. Quoi? L'espoir. 2 ans plus tard, Tommy présentait à son école un projet sur les héros de la vie réelle. Il tenait une photo de lui avec tous les motards du club. Mon projet parle de la façon dont parfois les héros ne ressemblent pas à ce qu'on attend, dit-il à la classe. Les gens pensent que les héros portent des capes et volent. Mais les vrais héros portent des vestes en cuir et conduisent des motos bruyantes. Il montra la photo à la classe. Quand j'avais 7 ans, j'ai offert $7 à ces hommes pour qu'ils résolvent mon problème. Je pensais acheter des soldats. En réalité, je trouvais une famille. La professeure sourit, impressionnée par la maturité du garçon. Ils m'ont appris que la famille n'est pas seulement le sang, continua Tommy. La famille, ce sont ceux qui choisissent de te protéger, de t'aimer et d'être là quand tu as besoin. Et parfois, quand on s'y attend le moins, des anges apparaissent déguisés en démons, prêts à sauver votre vie. Dans le public, Lisa regardait avec des larmes de fierté dans les yeux. Son fils avait grandi fort, courageux et plein d'amour. Exactement le contraire de ce que Marcus avait essayé d'en faire. Après la présentation, Tommy courut dans les bras de sa mère. « Maman, je peux aller avec Jake ce week-end? Il va m'apprendre à changer l'huile de la moto. »« Bien sûr, mon amour, » dit Lisa en lui embrassant le front. Cette nuit-là, Tommy remit ses $7 dans le tiroir, avec la photo des motards. Ce n'était pas seulement de l'argent et une image. C'étaient des symboles d'espoir, de courage et de la vérité la plus importante qu'il ait apprise. Qu'il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises dans le monde, et que parfois le salut vient des endroits les plus inattendus. Si cette histoire de courage et de seconde chance vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires montrant que de vrais héros existent parmi nous.